pour votre fidélité à notre magazine Question électorale. C'est votre magazine qui vous forme et vous informe en même temps. Vous savez que la RDC a pris l'habitude d'organiser des élections. Nous sommes au 4e cycle électoral. Alors, nous sommes là juste pour vous expliquer, vous montrer l'utilité du vote, afin de mieux choisir vos dirigeants. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à un politicien, un éminent homme, un panafricaniste. Il s'agit du professeur, de Monsieur Norbert Yamba Yamba. Comment vous allez? Merci. Déjà, nos meilleurs voeux pour cette année 2023 qui commence bientôt. Pareillement, ça fait énormément plaisir d'être reçu par votre personne. Ok. Le plaisir est partagé, oui. Voilà. Vraiment partagé. Nous sommes là. Voilà. Et je crois que nous continuons à nous battre pour que le Congo fonctionne autrement. Oui, ça ira. Il faut rester patriote et puis optimiste à l'évolution de la RDC. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors, madame, monsieur, avec monsieur Norbert Yamba Yamba, nous allons essayer d'analyser, de parler du calendrier électoral. En tout cas, il n'y a plus de doute, il y aura élection. En 2023, le train de la CENI est déjà en marche avec cette publication du calendrier électoral. Déjà, c'est 24 décembre, on va procéder à l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Alors, monsieur Norbert Yamba Yamba, la CENI a déjà fait sa part. Il a publié les calendriers électoraux. Aujourd'hui, ce n'est plus de suppositions, ça devient une réalité parce qu'on va aller à l'identification et à l'enrôlement des électeurs déjà ce 24 décembre. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bon, mon impression, elle est très bonne. Okay. Elle est très bonne parce que les outils qui doivent servir naturellement d'organiser les élections sont en train d'être mis en place. Okay. Notamment le calendrier électoral. Parce que ce calendrier va permettre l'enrôlement et le déroulement opérationnel de l'ensemble du cycle. Okay. Cependant, j'observe que ce calendrier est très rigoriste. Ok. Comment ça? Très rigoriste, très contraignant. Et certainement, ça nécessite naturellement qu'il y ait inaction en direction de la population. Okay. Quelle doit être cette action? C'est la sensibilisation et la vulgarisation. Okay. Parce que si on ne fait pas la sensibilisation, dès lors qu'on a donné un mois, je ne sais pas, par entité, j'allais dire par province. En fait. Oui, par province, oui. On risque d'avoir des gens qui ne seront pas enrôlés. Alors, il faut, au même moment qu'on met en place ces calendriers, c'est au même moment qu'on mobilise les associations, qu'on mobilise les partis politiques, qu'on mobilise les églises, compagnies, etc., de manière à apporter l'information à destination. Encore que les partis politiques s'investissent tous pour que ce calendrier puisse porter des fruits. Okay. Et là, ça nécessite un peu plus de tact, un peu plus d'intelligence politique, d'intelligence technique, et surtout un peu d'humilité dans les chefs des gens de la CENI pour qu'ils ne soient pas perçus comme des adversaires, mais bien au contraire, des techniciens qui permettent que le processus se réussisse. Okay. Et ça, on entend beaucoup. Bon, pour le reste, je pense que c'est un calendrier qui a été mûri et qui est teinté des qualités assez techniques pour lesquelles j'adhère. D'accord. Il faut toujours associer, comme qui dirait, la théorie à la pratique. Tout à fait. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que les conditions sont réunies pour que la RDC organise aujourd'hui les élections en 2023? Est-ce que la CENI n'est pas allée trop vite en besogne? Bon, vous savez, et ça c'est une question pertinente, madame. Les élections, pourquoi faire? Une grande question. Ouais, voilà. Pourquoi donc, après 5 ans, il faut organiser des élections? Alors, maintenant, dans la mémoire collective, oui. Les gens souhaiteraient qu'on organise les élections et les gens souhaiteraient qu'on ait des dirigeants. Des dirigeants et les moyens. Mais les gens se posent de moins en moins de questions pour dire qu'est-ce qu'ils feront, ces dirigeants-là. Et est-ce qu'ils ont le temps minimal pour faire mieux de ce que nous entendons? Oui, 5 ans, c'est trop peu? C'est trop peu. Ok. Quand vous prenez, par exemple, un pays comme la France, c'est des millénaires. C'est leur démocratie. Parce que la démocratie que nous utilisons n'est pas la nôtre. Non, non. C'est une démocratie fondamentalement occidentale qui est tirée
de droit gréco-romain ou romano-germanique. Et donc, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Alors maintenant, oui, on élit des hommes et des femmes qui y arrivent, etc. Et faut faire quoi dans 5 ans? Regardez, madame. Oui. On compare le Congo, par exemple, avec la France, ou l'Allemagne, ou même la Belgique, France, les pays colonisateurs, oui. Émanant de 5 ans. OK, émanant de 5 ans. Mais quand vous êtes en France, il y a des routes asphaltées, il y a la santé organisée, le logement organisé, tout est organisé. Sans parler de l'emploi. Sans parler de l'emploi, parce qu'ils ont des industries, ils savent embaucher les jeunes gens, ils produisent des richesses, ils font des affectations rationnelles. Mais quand vous venez chez nous, tout est problème. Tout, même les transports, véritable casse-tête. Il faut se battre même, manquer du respect aux gens. L'alimentation, la santé, l'éducation, l'énergie, l'électricité, l'eau, compagnie, etc., les routes, les moyens de transport. Tout est enclavé. Et vous commencez par où? Il faut donc faire des états des lieux. Et quand vous aurez fini les états des lieux, eh bien, donc, il faut commencer la mobilisation des ressources. Et quand vous aurez terminé la mobilisation des ressources, il faut opérationnaliser. Avec quel personnel? Ça vous prend déjà au moins 3 ans. Non, on aura déjà terminé. Les états des lieux prennent 5 ans. Ah ben voilà. Et donc, vous êtes déjà au-delà. En faisant les états des lieux, vous êtes déjà au-delà. Et alors, vous attamez jusqu'à la 10e année, vous n'avez pas encore terminé le processus. Et on vous dit non, il faut 5 ans. Et tout le monde fait des critiques à vous comparer à la France, à vous comparer à la Belgique, à vous comparer à l'Angleterre, etc. C'est ça le drame. Et c'est ça justement qui fera que nous n'aurons pas de résultats. Parce qu'en réalité, on ne prend pas du temps pour réfléchir sur notre situation. Qu'est-ce qui explique que pendant 62 ans d'indépendance, nous pratiquons la même démocratie, nous pratiquons les élections, mais ça ne donne pas de résultats. Ça ne donne pas de fruits. Quand vous voulez monter sur une échelle, eh bien, écoute, si ça ne marche pas, il faut changer d'échelle. Et c'est ça, justement, le déficit de l'intellectuel congolais, j'allais dire africain, qui n'arrive pas à contextualiser le modèle qui sont pratiqués, n'est-ce pas, par nos pays. Nous aurions souhaité, certes, organiser les élections et quel type d'élection et quel serait le modèle de ces élections. Ok, allez-y, on est là. La Chine, par exemple, la Chine fait pour élire ses dirigeants, la responsabilité est confiée à 192 000 personnes. Seulement. Et c'est eux qui déterminent la politique de la République. Et pourquoi l'exclusion des autres personnes? À 1,5 milliard de personnes. Mais pourquoi on exclut la population? Mais c'est justement, c'est leur modèle. Ils ont inventé ce modèle et vous avez la performance. Et c'est sur base de quelle sélection ces gens-là choisissent les dirigeants? Non, mais en fait, il y a la base. Ce sont les députés. Il y a la base. On choisit des hommes et des femmes. Les députés ne sont pas payés. Ils n'ont pas de salaire, les députés. Oui, c'est du on ne peut pas bénévole, choisir un député. On doit choisir, par exemple, Mme Nacha. Elle est journaliste, très professionnelle, etc. Elle gagne bien sa vie. Et c'est lui qui est choisi pour parlementer. Et donc, il n'a aucun intérêt de chercher la corruption, il n'a aucun intérêt de chercher... Il travaille pour la nation, parce qu'il s'est dit que je suis choisi par la nation, alors je dois donner les meilleurs de moi-même. Chez nous, on peut tout vendre, même 4 ou 5 maisons, justement pour être député, de manière qu'on crée des problèmes à l'Assemblée, de manière à se faire payer de manière insolite. Voilà. Et alors, pour produire rien. Parce qu'en réalité, regarde, pendant 5 ans, vous avez des hommes et des femmes qui travaillent, mais qui en réalité ne génère aucun modèle. Oui, aucun modèle. Et nous sommes là en train de pratiquer la même démocratie, on est dans la routine, etc. Et puis voilà, demain on va encore faire ces élections, on aura c'est pas une proclamation, certains vont contester, certains vont accepter, et puis il y aura un climat d'animosité, il y a récurrence de la violence, et on ne se pose pas de questions. Nous avons des professeurs, nous avons des enseignants, des chercheurs dans des centres de recherche. Les scientifiques qui réfléchissent, Ben voilà, donc nous n'avons pas surtout pas des scientifiques, nous avons des commentateurs scientifiques. C'est ça, madame. Vraiment. Et donc, des commentateurs scientifiques. Ils font que commenter. Oui, mais sûrement qu'ils ne trouvent pas leur place dans les pays, c'est pourquoi ils ne font que commenter. Il faut donner la place aux scientifiques de réfléchir un peu. C'est le système qui les a fabriqués. Le système qui nous a fabriqués. Ce système-là pour faire de nous des perroquins, pas pour inventer.
Des perroquets. Des perroquets. Ah bon? Des abrutis fondationnels, Ok. en fait. Donc, des hommes et des femmes qui ont des étiquettes, qui ont des diplômes, mais qui visiblement ne sont pas utiles pour leur pays. Parce que, croyez-moi, je ne voudrais pas revenir, je connais ce que représentent vos parents, qui visiblement ont marqué le pays, Oui. impacté le pays par rapport à la question de droit. Oui. Mais aujourd'hui, sincèrement, Il n'y a plus de on a appliqué ces droits-là. oui. Mais on a mis ça à côté, là, Eh bien, à voilà, cause de, voilà. de l'argent. Tout le monde devient juriste. Entre-temps, Des juristes, c'est fabriqué. voilà, maintenant, il y a l'opposition qui a ses juristes qui ont leur version sur un article. Oui. Et il y a le pouvoir qui a ses juristes qui ont une autre version sur le même article. Et il n'est jour que sur la Constitution. Eh bien, voilà. Une Et voilà, interprétation. des constitutionnalistes. Or, oui. nous avons connu dans notre société un ordre social du droit traditionnel, ce qu'on appelait la coutume à l'époque, qui a régenté notre société. Et donc, qui deviennent finalement des héritages traditionnels. On aurait pu véritablement profiter de cet héritage traditionnel, scientifiser ça, moderniser ça. On en fait véritablement des principes, des lois qui régentent notre société. On essaie de les transférer dans notre constitution, etc. Mais ici, il faut imiter la France, il faut imiter l'Angleterre qui dirait que ce n'a même pas de constitution. On n'a plus de modèles. Eh bien voilà, on n'a plus de modèles. On s'est Nous perdu. devons inventer notre modèle. Okay. Madame, vous allez voir, on va faire les élections. OK? Oui. On va gagner. On va avoir des publier gagnants. les résultats. Alors maintenant, vous aurez des contestataires. Toujours comme toujours. Et partout en Afrique, c'est pareil. C'est que ce n'est pas notre système. Nous devons inventer un système. Voilà. Comment voulez-vous, excusez que je termine par là. Vous avez un pays qui a trop de problèmes. Vous donnez à une personne 5 ans. Pour faire quoi? Alors on va dire, écoutez, Mbamba est en train de dire que 5 ans c'est trop peu. On a donné seulement 5 ans. Comme nous sommes au pouvoir. Non, c'est pas ça. Je fais de la réflexion libre. J'ai dit, de quelle manière nous pouvons véritablement photographier notre société, comment nous pouvons avoir des solutions correspondantes, après combien de temps ces solutions doivent être rendues opérationnelles, et quand est-ce qu'on peut prétendre avoir fait la performance. C'est de tout ça. Et quand vous regardez le timing, vous dites, ça ne correspond pas. Il faut augmenter. Mais ici, ça devient un tabou. Parce que quelqu'un qui ose dire qu'on aille jusqu'à 20 ans, on va dire, écoutez, mais la France, c'est 5 ans. Donc, la France devient une unité de mesure, une référence. Or, la France, ce n'est pas le Congo. L'âge culturel français n'est pas l'âge congolais. La France a ses problèmes. Voilà. Différents de notre culture. La culture judéo-chrétienne. Nous avons notre culture en nous, notre spiritualité en nous. Il faut photographier cela et comptabiliser cela dans les règles qui régentent notre société. Et ça, on en a besoin. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le débat. Et on va faire des années, pendant un siècle comme ça, on va tournoyer. Et puis, il y aura toujours des problèmes. Donc, en soi, M. Yambamba, il faut être réaliste, c'est ça. Tout à fait. Vous amenez les Congolais à être réalistes, à comprendre quand même la situation sur le terrain. Moi, en tout cas, si je pouvais bien être dans l'équipe de mon président, je suis de l'IDP, ça c'est évident, je proposerais dans le programme qu'on propose aux Congolais, mais ce que 15 ans. 15 ans. On propose aux Congolais, on n'impose pas, on propose que voilà dans les 15 ans, quelqu'un qui est normal, il aura fini les états de lieu, il aura monté des stratégies d'intervention, il aura mobilisé des ressources, il aura réalisé des choses. Et il part avec satisfaction. Mais écoutez, 5 ans, vous entendez faire les états généraux, les états des lieux, les états généraux, etc. Vous n'arrivez pas. Entre-temps, on va dire, mais écoute, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait après combien de temps? Vous prenez par exemple un pays comme le Congo-Kinshasa. Vous avez 26 provinces. Vous avez 1450 entités territoriales décentralisées. Surtout, oui. Vous avez 145 territoires. Pas cher. Vous prenez par exemple le Sankourou. Vous prenez la Belgique, Réunion, Luxembourg, vous prenez Finlande, Suède, Norvège, et vous avez le Sankourou. Et alors, vous allez demander à un pays comme ça, le Rwanda, c'est comme le territoire de Lomé, là. 26 000 km². Mais qui nous tourmente. Eh bien voilà. Donc moi, quand je suis candidat, député national dans les territoires, je fais la même course, même trajet, même rayon que Paul Kagame dont on parle ici. Vous voyez. Donc, ce n'est pas normal que 5 ans puissent suffire
pour qu'on puisse véritablement organiser des élections apaisées, légitimes et capables d'avoir des résultats. Et le résultat, c'est la capacité des dirigeants de rendre des services de qualité à la population. C'est ça demande du temps. Il faut qu'on quitte dans les stades d'être un vaste pays, mais de devenir un grand pays, l'RDC. Voilà. Alors, M. Norbert, quand vous étiez en train de parler, une question m'est montée dans ma tête, je me suis dit, pourquoi à chaque fois qu'on organise les élections et qu'il y a publication, on crie toujours à la tricherie? Donc, qu'est-ce que la RDC doit faire pour crédibiliser ces élections? Parce que ce n'est pas le premier cycle. Nous sommes maintenant au 4e cycle électoral. Maintenant, il y a un autre président de la CENI. Ben, cette fois-ci, qu'est-ce que le président Denis Kadima peut faire pour que ces élections soient au moins crédibles cette fois-ci, pour que les gens ne disent pas que non, ces gens ont été nommés et non, ils n'ont pas réussi les élections? Donc, Kadima est déterminé. Hein. Ne pas faire ce qui a été fait avant. Moi-même, j'étais candidat, mais au moment où je venais, on n'avait pas encore terminé la copulation. On a proclamé. On a déjà proclamé. On a déjà proclamé les députés. Sur base de quoi? Vous venez avec vos preuves? Non, c'était des nominations. Alors, ça va revenir. L'UDPS est très pudique, surtout les chefs de l'État. Très crédible, oui. Très pudique. Il sait sauvegarder les apparences. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Les ridicules ne tuent pas. Poser des actes incontrôlés. Ça, c'est pas l'UDPS. Parce que nous avons un rendez-vous avec l'histoire et les générations futures. Et nous prenons soin des pouvoirs, laisser des traces indélébiles dans le bon sens. Alors, pourquoi les élections font toujours l'objet des tricheries? Il n'y a pas de crédibilité. Voilà. Donc, d'abord, le système n'est pas le nôtre. Et puis bon, on nous embarque tous dans ce système. Entre-temps, chacun veut gagner. Et il utilise tous les moyens, et surtout qu'il n'y a pas d'interdiction. Vous arrivez dans un milieu, quelqu'un dit, mais écoute, j'ai dépensé $500 000. Mais écoute, mais $500 000, vous faites quoi comme travail? Comment? C'est ça aussi. Et alors, même vous dépensez $500 000 pour partager l'argent, et il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de sanction. Et aujourd'hui, je pense, la loi électorale a pris en considération cette étrange chose, où on distribue des sacs de sel, de riz, des savons, des sémoules, etc. Ça, c'est interdit. Amenez votre projet, amenez votre offre politique. Mais ça, ce n'est pas la mentalité des Quinois, monsieur. Bien entendu, mais c'est comme les Congolais vous écoutent et ils ne comprennent absolument rien. On va souffrir ils ont besoin beaucoup plus de gestes. On va souffrir pendant longtemps, madame. On dit, papa, ne parlez même pas beaucoup, donnez-nous seulement. On va voir ce qu'on pourra faire de vous. Je vous dis qu'on va souffrir pendant longtemps. Regardez, et il n'y a pas que ça. Hein. Ça, c'est les erreurs de la population qui est liée à la mentalité mercantiliste. Vous voyez, hein, cette mendicité nationale qui a élu domicile. Mais il y a d'autres stratégies, madame, qui peuvent aider à ce que l'on puisse ramener la paix après les élections. Je prends par exemple la Suisse. Vous avez l'opposition, vous avez le pouvoir. Et on va aux élections. Qui gagne ne peut pas former un gouvernement s'il n'associe pas naturellement les autres de l'opposition qui n'ont pas gagné. Très bien. Et on met en place un gouvernement d'union. On propose un consensus autour d'une offre politique, d'un projet ou d'un programme qui permette à trouver une solution. Madame, à l'époque d'Étienne Tshisekedi, j'ai été envoyé à Berlin, justement pour apprendre le système électoral allemand. Donc vous êtes un expert? Oui, je suis expert sur cette question. En tout cas, j'ai fait la consultance à 43 pays africains. Très bien. Et par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? Au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement central, c'était le Parti conservateur, c'était à l'époque Madame Angela Merkel. Et puis, est venu au niveau national, bien entendu, le Parti social-démocrate qui aujourd'hui a gagné les élections au niveau national. Et les partis social-démocrates, les conservateurs ont demandé à travailler avec les partis social-démocrates. Les partis social-démocrates n'étaient pas d'accord. Ils disent qu'il faut qu'il y ait l'opposition. Entre-temps, les conservateurs ont pris comme alliés les libéraux. Ils ont formé un gouvernement. Mais au niveau, à l'échelle provinciale, il y a... les conservateurs ont gagné, mais ils n'ont pas la majorité requise. Ils sont suivis par les partis sociaux-démocrates
Et puis, les libéraux n'ont pas approché pour donner cette majorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les conservateurs ont fait une alliance au niveau provincial, à Airfit, avec les sociodémocrates qui sont en rivalité avec au niveau national. Et ils ont mis en place un gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Les opposants, l'opposition, on leur donne 25% du budget au niveau de l'Assemblée. 25%. 25%. Bah, au moins, ça y fera une opposition rationnelle. Parce qu'en réalité, un député a besoin d'avoir son directeur de cabinet, a besoin d'avoir ses assistants, a besoin d'avoir un local où il réfléchit pour produire, a besoin également de recruter des consultants pour l'aider dans tel ou tel secteur. Ça, un député national. Un député national. Mais si c'est là, c'est plus facile. Non, mais ici, on est trop alimentaire. C'est ça le grand problème. Et donc, à ce moment-là, quand un député, c'est un homme respectable parce qu'il est revêtu, il a un budget, il a une subvention, et il est au Parlement, il se fait respecter. Ce n'est pas le député qui va aller mendier, négocier avec le ministre, parce qu'il y a mention, etc., de défiance, et le ministre donne un peu d'argent. Si vous ne donnez pas, en tout cas, là, on vous balance. On vous balance. Directement. Alors maintenant, et c'est là justement, madame, que je suis tout petit peu inquiet de l'élite politique, et surtout intellectuelle, qui finalement forme ce qu'on appelle la commission PAJ, n'est-ce pas, qui aurait pu apporter naturellement des innovations par rapport à la loi électorale. On ferait, œuvre-t-il, en mettant en place cet arrangement institutionnel innovante. Ce sont des stratégies quand même qu'on doit adopter. Voilà. Donc, ça, on n'en trouve pas. On est dans la routine qui gagne. Or, vous savez, chez nous, quelqu'un a dépensé l'argent, il est là justement pour participer. Parce qu'en réalité, du fond du cœur, les gens ne sont pas déterminés pour reconstruire le pays. La plupart des personnes sont des hommes et des femmes qui cherchent à s'enrichir. Alors maintenant, comment je peux gagner ma vie? Son argent, et voilà, il se retrouve sans rien. Entre-temps, aucun mécanisme institutionnel ne permet son intégration. Vous avez des ennemis presque. Et vous sortez de la politique tête vide. Vous n'avez rien dans la tête là. Voilà. Et donc, madame, tous ces éléments auraient pu véritablement servir le député à réfléchir pour mettre en place un arrangement institutionnel qui permette à ce qu'on puisse apaiser davantage. Il me semble que tel n'est pas le cas. Du côté de la population, quand on vient, de la même manière que les députés ont besoin de jetons de présence colossaux, mais la population ne veut pas non plus donner libre cours aux gens si on ne lui donne pas. Non, c'est ça aussi les problèmes. Et donc, on est dans un flou artistique, dans un pays qui fonctionne comme orphelin, où l'élite politique a démissionné, l'élite économique a démissionné, l'élite intellectuelle a démissionné. Oui, et c'est ça. Et si on ne prend pas conscience que les élections sont un moment important pour choisir des hommes et des femmes qui ont de la persévérance, qui ont des projets, qui ont une offre politique, qui ont une torche pour éclairer l'avenir, à ce moment-là, on va attendre pendant longtemps. Raison pour laquelle, vous voyez, pendant 70 ans, on ne peut même pas avoir une route qui quitte Kinshasa jusqu'à Goma, jusqu'à Bukavu, 2000 km, rien du tout. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des questions questionnantes qui posent la problématique de ce que représente la pertinence de nos élections, etc. Donc, on va faire la même chose. Et chaque année, il en était ainsi, c'est ça les problèmes. Il en sera de même peut-être pour 2023. Alors, comment doit se comporter l'homme politique sur terrain? Non, qu'ils aient pitié du Congo, du Congolais. Pitié. Beaucoup se sont enrichis. Beaucoup ont considéré la politique comme un business. Arrêtez. Le pays est en disparition. Pourquoi nous, on nous fait la guerre à l'Est? Parce que nous avons des potentialités, des ressources naturelles. On va nous arracher le pays. Si cette élite politique n'a aucune conscience de ce qu'elle représente, n'est-ce pas, les enjeux et les défis du moment. Et donc, nous voulons effectivement que l'élite politique puisse avoir quelque chose à proposer à notre peuple. Et que la population puisse adhérer à des projets, adhérer à des offres politiques, et non pas parce qu'on lui a donné des moyens. Et je crois qu'il faut féliciter, n'est-ce pas, la Commission qui a aussi interdit
les donations, etc. Mais il y en aura toujours. Hein, Non, il y en aura mais toujours, parce que ça se voit. c'est ce que les Congolais attendent. Ils attendent des donations. Hein. Les donations. Des dons. Si vous donnez rien, en tout cas, on ne vous vote pas. Il n'y aura pas de voix. Et vous serez sanctionné sans... Moi, j'ai connu. Moi, j'étais candidat député national en 2018. J'étais candidat gouverneur. On nous soumet à un exercice. Présenter les projets. Vous commencez par le projet. Je ne peux pas dire que j'étais le meilleur, mais parce que j'étais parmi les meilleurs. Ce n'est pas le meilleur. Et pourquoi vous n'étiez pas élu? Et ils me disent, monsieur Yamba, on ne va pas bouffer votre projet. Il faut présenter l'argent. Et ils ont mis le cap. Ah bon? Le cap, il faut 50 000 $. C'est justement, ce sont des choses qu'il faudrait dénoncer. Ouais, pour que ça ne se répète plus. Non, mais parce qu'on risque d'élire une personne qui n'a rien apporté à la société, mais qui a quand même de l'argent. Madame Nacha, on a normalisé la normale. Ça devient normal. Vous allez aux élections? Oui. Il faut avoir au moins 500 000 $. Ah bon? 500 000 $ pour 20 députés. J'ai l'intelligence, mais je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, on sacrifie les entités. On sacrifie tout un peuple. On sacrifie tout un peuple. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme qui permette à ce qu'on change la société. Mais il y a des gens qui ont la vocation. Il y a des gens qui ont le charisme nécessaire. Il y a des gens qui ont des projets, j'allais dire des réponses aux problèmes de la population. Ces gens-là doivent avoir l'opportunité de pouvoir gérer la République. Vous voyez? Et donc, on va aux élections, on vous met de côté simplement parce que vous n'avez pas l'argent. Et l'argent de ceux qui donnent a été volatilisé dans les caisses de l'État. Et donc, vous vous retrouvez en situation où vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité d'avoir de l'argent insolite, insolent, etc. Et puis voilà, on vous met de côté. Entre-temps, c'est la même chose. Le député ne peut plus contrôler le gouverneur parce que le gouverneur lui a donné déjà de l'argent. Donc, il prend l'autorité morale sur les députés qui a le rôle de faire le monitoring de l'action publique. L'argent corrompt tout. Hein? Et le gouverneur, lui aussi, il est là simplement parce qu'il a le code de son argent et il s'enorgueillit que moi, je suis là parce qu'effectivement, j'ai remis l'argent. Et le député qui a été élu au niveau, n'est-ce pas, de son entité, il dit, mais écoute, vous me demandez quoi? Moi, je vous ai donné l'argent. Je vous donne même le jeep, des voitures. Voilà. Vous n'avez rien à me dire. C'est malheureux. Très malheureux. C'est vraiment malheureux, madame. Et je dis, après combien de temps ça va s'arrêter? Oui, c'est ça, oui. Et c'est comme ça que le président de la République, qui est très pudique, je connais la personne, doit être exigeant. Et intransigeant, bien entendu. Pour que les lois qui ont été votées, qui permettent, qui interdisent les donations, qui interdisent la corruption, soit en application. Soit d'application. Oui. J'ai essayé de tester Kadima. Je sais que ce n'est pas n'importe qui. Mais comment il va faire? Parce qu'il ne sera pas derrière tous les candidats pour voir ce qu'ils font. Non. Je dis Kadima, j'ai comme l'impression que ce qu'on va trouver comme résultat, c'est ce qui sera le vrai résultat. Blague à la poubelle. Il sera vraiment honnête. Oui. Non, j'ai dit la présomption. On ne sait jamais. Mais c'est normal. Il a la présomption. Mais croyez-moi, et c'est comme ça qu'il faut des hommes pour gérer quelqu'un qui n'est pas étonné de l'argent. Quelqu'un qui a assumé des responsabilités, quelqu'un qui a construit sa vie autrement, etc. Et il a besoin qu'il soit respecté. Sa crédibilité puisse traverser les frontières. Et donc, il est capable de travailler dans ce sens-là. Et il faut que les candidats travaillent durement. Parce que ceux qui pensent qu'ils vont corrompre, ceux qui pensent qu'on va les nommer, ça ne sera pas le cas. Surtout pas Tshisekedi n'acceptera pas cet exercice. On a vu ça dans le gouvernement, on a vu ça, on a vu le travail de l'IGF, donc ce qui prouve qu'il y a au moins un changement en RDC. Alors, M. Yambamba, on ira aux élections sans l'Est, c'est ça? Non, on ira aux élections avec l'Est. Raison pour laquelle, vous voyez, le président est en train, le gouvernement dans son ensemble, est en train de se battre pour ramener la paix, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, etc. Des synergies gagnantes sont opérationnelles. Et donc, nous avons une année. Et donc, aujourd'hui, au moins, la justice est faite. La reconnaissance même de la communauté internationale, qui a été pour beaucoup dans l'infantilisation de la République, dans la vulnérisation, dans la fragilisation. Comment voulez-vous quelqu'un qui est agressé
Et lui, il est sous embargo et les autres, les agresseurs, ont la possibilité de pouvoir... Heureusement qu'il est élevé, oui. Heureusement, Oui, heureusement. Mieux vaut tard que jamais. Donc maintenant, on se battra. On se battra pour que la paix revienne. Et diplomatiquement, militairement et politiquement. Voilà le cheval de bataille de l'État. Alors, messieurs et mesdames, nous sommes arrivés presque à la fin de notre magazine. Vous allez lancer un message à la population congolaise, particulièrement à vos partisans du parti politique par rapport à l'enrôlement et l'identification des électeurs. C'est vrai, on ira aux élections, mais si les gens ne s'enrôlent pas, parce que j'aimerais savoir, dites-moi un peu pourquoi s'enrôler, parce que nous sommes à quelques jours de l'enrôlement, pourquoi s'enrôler? Donc, expliquez un peu à la population, parce qu'au moins, les gens ne comprennent pas pourquoi s'enrôler. C'est pour avoir une carte d'électeur, juste avoir une identité. Pourquoi s'enrôler? Et vous allez lancer aussi votre message. Merci beaucoup, madame. Il faut reconnaître que l'organisation des élections, la préparation aux élections, se fait le premier jour après la proclamation. Et les acteurs politiques s'organisent, se préparent pour les élections. En dehors, chaque parti politique est habilité à aller aux élections. Ça, c'est un fait. Malheureusement, beaucoup se souviennent le jour où on est en plein enrôlement. Que cela ne tienne. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, notre peuple, où qu'il se trouve, clair, on n'a pas de logement, on n'a pas de travail, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'a pas de routes, on n'a pas de moyens de transport, on ne sait pas se faire soigner, on ne sait pas envoyer les enfants à l'école, il n'y a pas de sécurité. Tous les problèmes qui assiègent la population. Ces problèmes-là sont de la responsabilité des dirigeants de la République. C'est que nous élisons. Eh bien, bon, pour élire, on n'élit pas n'importe qui. Pas parce qu'il vous présente un diplôme alléchant. Pas parce qu'il vous présente l'argent. Pas parce qu'il est beau, comme j'ai entendu parler certains. Il est beau, il est mannequin, il faut le lire. C'est pas ça. Vraiment. C'est pas ça qui va changer le pays. Ce qui va changer le pays, c'est que ceux qui aujourd'hui sont confrontés à des problèmes doivent choisir des hommes et des femmes qui ont la présomption de faire des choses. Alors, de faire des choses de qualité. Mais comment arriver, naturellement, à choisir ces gens-là si vous n'êtes pas en mesure d'apporter votre voix? Or, pour apporter votre voix, vous avez besoin de vous enrôler. Vous pouvez être Congolais. Si vous ne vous êtes pas enrôlé, vous ne pouvez pas voter. J'entends les gens dire, écoutez, non, on est fatigué avec les élections, nous, on ne s'enrôle pas, on ne va pas. Ouais. Écoutez, arrêtez. Vous êtes en train de vous ligaturer, vous êtes en train de vous ligoter, vous êtes en train de vous emprisonner. Parce que votre situation ne changera pas. Mais votre voix, une seule, peut servir à quelque chose, à pouvoir choisir quelqu'un qui mérite de pouvoir faire le travail. Et donc, le premier pas, qui est le plus long, c'est l'enrôlement. Donc, si les gens ne s'enrôlent pas, c'est fini, on est foutu à la merde. On remet en question l'avenir des générations futures. Et l'histoire va nous coller à la peau toute la vie parce qu'on ne s'est pas enrôlé pour choisir des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Et donc, il faut vous enrôler. Et là, je demande, naturellement, à tous mes compatriotes, que ce soit de l'IDPS, mon parti, que ce soit d'autres partis politiques, que ce soit des indépendants, c'est le moment de pouvoir transformer notre pays. Non seulement en ayant des offres, mais aussi en demandant à tous les Congolais d'aller se faire enrôler. Et dans l'enrôlement, on va choisir des hommes et des femmes dignes de considération qui peuvent véritablement apporter des innovations qui vont dans le sens de faire fonctionner le pays autrement. Ça, c'est très important. Mais faire autrement, ça serait l'air démagogique. Et c'est pitoyable pour une classe politique polluée. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était un plaisir pour moi d'être en face d'un panafricaniste et l'expert électoral. Oui. C'était un plaisir de partager avec vous. Les panafricanistes vont donner un autre modèle d'élection. Cette élection-là, elle est fondamentalement occidentale. Vous avez du pain sur la planche, essayez de vous mettre, vous asseoir et écrire quelque chose. J'écris. Votre voix sera peut-être entendue dans les futurs. J'écris. Le livre sort. La puissance de l'impuissance est restaurée. L'Afrique en marche, une nouvelle voie. Ça sort bientôt. Il faut aussi vulgariser cela. Hein. Oui, tout à fait. Dans les générations futures. C'est pourquoi je viens ici.
Bonne chance. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Monsieur Yamba Yamba Norbert. Madame, Messieurs, j'ai eu l'insigne honneur d'explorer pour vous, Monsieur Yamba Yamba Norbert, qui est cadre de l'UDPS, panafricaniste, expert électoral. Vous avez suivi son intervention, comment il a essayé de lancer un appel à la population congolaise d'aller s'enrôler massivement. Parce que si vous ne vous enrôlez pas, vous n'aurez pas le temps de choisir vos dirigeants. On a besoin de vous, on a besoin de votre voix pour qu'il y ait au moins de bons dirigeants ici en République démocratique du Congo. Nous espérons un futur meilleur pour la RDC. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Je dis merci à Eric. Merci à Papa Philémon. En tout cas, on va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Votez, votez. Allez-y pour l'enrôlement. À très bientôt. Bye bye.